Cette société de plaisir, qui donne aux personnes de la cour une honnête familiarité avec nous, les touche et les charme plus qu'on ne peut dire. Les peuples, d'un autre côté, se plaisent au spectacle où au fond on a toujours pour but de leur plaire. Et tous nos sujets, en général, sont ravis de voir que nous aimons ce qu'ils aiment ou à quoi ils réussissent le mieux. Par là nous tenons leur esprit et leur cœur, quelquefois plus fortement peut-être que par les récompenses et les bienfaits. Le métier de courtisan consiste essentiellement à paraître continuellement à son avantage devant le roi. Cela suppose de mener grand train, être vêtu à la mode et, très régulièrement, vivre au-dessus de ses moyens pour tenir son rang. Les hommes de cour s'endettent alors nécessairement et peuvent se jeter dans la frénésie du jeu pour espérer gagner quelques écus fort utiles à leur train de vie. Le roi l'a bien compris et est parvenu à organiser autour de lui toute une mécanique curiale qui implique la présence permanente de courtisans qui se plaisent à le servir. Et comme l'a justement noté Stendhal, le chef-d'œuvre de Louis XIV fut de créer l'ennui au sens originel du mot de l'exil. Lors de son retour à la cour, après 19 ans d'exil, le marquis de Wardes, s'il arbore un juste corps à brevet bien démodé datant de 1664 et pour lequel le roi lui en fait la remarque, n'en conserve pas moins l'usage des bons mots face au rire des spectateurs. « Sire, quand on est assez misérable pour être éloigné de vous, non seulement on est malheureux, mais on est ridicule. Dans une vie de courtisan, le pire ennemi est sans doute l'ennui qu'il ressent pendant les heures rompues. Vous vous souvenez sans doute des heures rompues. Nous les avons évoquées dans une précédente séquence. Ce sont ces moments où le roi jouit d'instants privés en compagnie de ses enfants, ses maîtresses ou encore ses valets. Durant ces temps libres, rien n'est prévu pour occuper le courtisan qui attend avec impatience de voir son maître et de capter son attention. La marquise de Sévigné se fait le relais de cette attente lorsqu'elle écrit en 1683 « Mais ce qui plaît souverainement, c'est de vivre 4 heures entières avec le souverain, être dans ses plaisirs et lui dans les nôtres. C'est assez pour contenter tout un royaume qui aime passionnément avoir son maître. » Comme toute la vie quotidienne du roi, les divertissements sont codifiés par l'étiquette. Ils interviennent donc à des moments précis de la journée. La chasse ou la promenade, par exemple, se pratique aux environs de 15 heures. Et parmi les divertissements du soir, il peut y avoir le jeu, les bals ou encore la comédie. Avant d'entrer dans le détail des soirées à Versailles, sachez qu'à la cour, 2 types de courtisans se côtoient. Les logeants, qui ont leurs appartements au château, et les galopins, qui, le soir venu, doivent rejoindre Paris ou leur hôtel versaillais. Les logeants ont le privilège de dormir au château parce qu'ils possèdent une charge auprès de l'un des membres de la famille royale, ou, cas exceptionnel, parce qu'ils profitent d'une faveur extrême. Ils ont donc à servir le roi, la reine, un prince ou encore une princesse. Mais en dehors de ces obligations, le souverain leur propose plusieurs passe-temps. Avec l'installation de la cour à Versailles le 6 mai 1682, le roi institutionnalise les soirées d'appartement qui se tiennent approximativement du début octobre jusqu'à Pâques et auxquelles participent la plupart des logeants. Ces divertissements, Louis XIV les proposait déjà auparavant. Madame de Sévigné les évoquait en effet dès 1676. Mais elles furent formalisées en décembre 1682 dans la revue Le Mercure galant. Telle est la bonté que fait paraître le roi depuis son retour de Fontainebleau en permettant l'entrée de son grand appartement de Versailles, le lundi, le mercredi et le jeudi de chaque semaine, pour y jouer à toutes sortes de jeux, depuis 6 heures du soir jusqu'à 10. Par la suite, il n'y aura plus de jours définis. Les soirées d'appartement pourront se tenir n'importe quel jour de la semaine. Grâce à Saint-Simon, nous pouvons imaginer l'ambiance de ces divertissements. Écoutez la description qu'il en donne dans ses mémoires. Ce qu'on appelait appartement était le concours de toute la cour
Depuis 7 heures du soir jusqu'à 10, que le roi se mettait à table, dans le grand appartement, depuis un des salons du bout de la grande galerie, le salon de Jupiter, jusque vers la tribune de la grande chapelle. D'abord, il y avait une musique, puis des tables par toutes les pièces, toutes prêtes pour toutes sortes de jeux. Un lansquenet où Monseigneur et Monsieur jouaient toujours, un billard, en un mot, liberté entière de faire des parties avec qui on voulait et de demander des tables si elles se trouvaient toutes remplies. Au-delà du billard, il y avait une pièce destinée au rafraîchissement, et tout parfaitement éclairée. Au commencement, que cela fut établi, le roi y allait et y jouait quelque temps. Mais dès lors, il y avait longtemps qu'il n'y allait plus. Mais il voulait qu'on y fût assidu, et chacun s'empressait à lui plaire. Ces divertissements sont un moment privilégié entre le souverain et ses sujets. Car, le temps de la soirée, l'étiquette est gommée. Comme nous l'apprend le Mercure galant, la liberté de parler y est entière, et l'on s'entretient les uns les autres selon que l'on se plaît à la conversation. Le roi, la reine et toute la maison royale descendent de leur grandeur pour jouer avec plusieurs de l'assemblée qui n'ont jamais eu un pareil honneur. La pratique est d'autant plus appréciée que les personnes présentes ont été préalablement et soigneusement sélectionnées, tout comme les individus qui assistent au lever et au coucher du roi. Ce qui évite la foule des grands jours puisque Sa Majesté, qui veut donner du plaisir à sa cour, ne veut pas qu'elle l'achète par l'embarras de la foule, toujours presque inévitable dans les grandes fêtes.